Bonjour à tout le monde. Avec vous aujourd'hui, professeur Mohamed Qabli, lycée qualifiant Hassan II de Lyon, Académie régionale Lyon Saqiya Al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice destiné aux élèves de sciences physiques et de SVT, dans le but de se préparer à l'examen national. Voilà l'énoncé de l'exercice. Si vous voulez, c'est un style d'exercice qui est un peu différent des exercices que vous connaissiez. Donc ici, on va commencer par la représentation graphique d'une fonction. Donc on a représenté ici dessous, dans un repère orthonormé OIJ, les courbes C et gamma représentatives d'une fonction f définie et dérivable sur R, et de sa fonction dérivée f'. Donc voilà, il y a deux courbes. Voilà le premier et voilà le deuxième. On ne sait pas quelle est la courbe de f et quelle est la courbe de f'. Vous allez voir maintenant les questions. Donc la première question, c'est reconnaître la courbe représentative de f et celle de f'. Deuxièmement, déterminer f de 0, f' de 0, f de moins 1 et f' de moins 1. Troisième question, calculer A, la partie du plan, l'aire A de la partie du plan limitée par la courbe f', et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale 0. Donc voilà, on commence tout d'abord par cette première partie et on reviendra sur la deuxième partie. Donc si vous voulez ici, il faut savoir lire une courbe. Donc ici la question si vous voulez, donc il faut savoir faire une lecture de courbe, il faut savoir distinguer entre la courbe de f et de f'. Alors une fois il y a f et il y a f', on sait très bien que le signe de f' indique la variation, si vous voulez, ou le sens de variation de la fonction f. Et donc, ici, si vous voulez, on remarque graphiquement, je rappelle tout d'abord que lorsque f' est positif sur un intervalle i, alors la fonction est croissante sur cet intervalle i. Et lorsque f' est négatif sur cet intervalle i, alors la fonction f est décroissante. Ici, on remarque que la courbe C est celle d'une fonction positive. Et donc, si je suppose que C est la courbe de f', alors f' ce serait une fonction positive. Et par conséquent, f ce serait une fonction croissante. Or, gamma, ce n'est pas la courbe d'une fonction croissante, donc il ne correspond pas à la courbe d'une fonction croissante. Et donc, ce qu'on a supposé au début, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de f', c'est gamma, et la courbe de f, c'est c. Donc, à retenir ici que l'idée de la solution, c'est que le signe de f' indique le sens de variation, ou bien les variations de la fonction f. Donc, comment on va rédiger ça? Si vous voulez, question 1. Si vous voulez, on remarque, si vous voulez, graphiquement, donc on remarque graphiquement que C est la courbe d'une fonction positive. Je rappelle que graphiquement, vous savez qu'une fonction positive, lorsque sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Et lorsqu'il est au-dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Donc, si on suppose que C est la courbe de f', alors f' sera une fonction positive. Et par conséquent, f sera une fonction croissante, donc ça sera une fonction positive sur R, et par conséquent, f sera une fonction croissante sur R. Or, la courbe gamma, si vous voulez, la lire de la courbe gamma ne correspond pas au profil d'une fonction croissante. Mais la courbe gamma n'est pas
celle d'une fonction croissante. Je rappelle comment vous allez savoir est-ce que la fonction est croissante ou non graphiquement. Donc, si vous êtes en train de se déplacer sur la courbe, donc voilà, je suis en train de se diriger vers les y positifs, donc ici la fonction elle est croissante. Après, je suis en train de se diriger vers les y négatifs, et donc la fonction ici elle est décroissante. Donc, il ne garde pas un sens de monotonie constant. Bien. Mais la courbe gamma, j'ai dit que n'est pas celle d'une fonction croissante. Donc, en conclusion, si vous voulez, donc en conclusion, bien, en définitive, C est la courbe de F et gamma est la courbe de F'. Voilà, très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer l'image de 0 par f et par f', puis l'image de moins 1 par f et par f'. Il est évident aussi que vous savez que vous avez une courbe. Hein? Vous avez un élément ici, un certain x0. Vous avez un certain x0, vous voulez chercher graphiquement l'image de x0, donc vous tracez la parallèle à l'axe des ordonnées, voilà. Puis vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses, et ce que vous obtenez ici, c'est exactement l'image de f de x0. Et donc, si on applique ce procédé-là pour 0, donc je rappelle que c'est ça, c'est la courbe de 0, voilà 0, donc la parallèle à l'axe des ordonnées, c'est l'axe des ordonnées elle-même. Et donc, l'autre parallèle, donc, il va copier ici en 1. Donc, on a f de 0 égale à 1. Donc, c'est la question, si vous voulez, c'est la question numéro 2. Donc, on va dire que par une lecture graphique sur C, on trouve que f de 0 égale à 1 et f de moins 1. Donc, je reviendrai sur la courbe pour avoir l'image de moins 1. Regardez ici pour moins 1. Donc, voilà la parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, ça coupe en ce point-là, et vous projetez sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir 0. Donc, f de moins 1 égale 0. On fait la même chose, si vous voulez, par une lecture graphique, cette fois-ci sur gamma, parce que gamma, c'est la courbe de f'. Alors, ici, la droite, ici, parallèle à l'axe des ordonnées, donc, si vous voulez, donc il va couper ici la courbe gamma en ce point-là qui est 1. Donc, on trouve que f' de 0 est égal à 1 et f' de moins 1. F' de moins 1, donc ici, c'est la même chose. Ici, voilà le point ici, il est sur l'axe des abscisses. Et donc, si vous la projetez sur l'axe des ordonnées, ça va vous donner 0. Et f' moins 1 égale à 0. Voilà. Donc, ça, c'est concernant la deuxième question. Troisième question, calculer l'aire A de la partie du plan limitée par la courbe de f', l'axe des abscisses et les droites d'équation respectivement x égale à moins 1 et x égale à 1. Là, je rappelle quelque chose du cours. Voilà, vous avez une courbe, hein, vous avez la courbe d'une fonction continue, vous avez un point, un élément A et un élément P des domaines de définition, et on vous demande de déterminer l'aire de la partie délimitée par l'axe des abscisses,
Voilà l'axe des abscisses. La courbe f et la droite d'équation x égale à a. Voilà la droite d'équation x égale à a. La droite d'équation x égale à b. Donc ça veut dire on vous demande de calculer l'aire de cette partie-là. Alors ça, c'est l'une des applications des calculs intégral les plus élégantes. On détermine l'aire de cette partie avec exactitude. Donc, comme l'on a vu dans le cours, donc l'aire, c'est exactement l'intégrale de a à b, valeur absolue de f de x, d de x. Et ça dépend de la fonction est-ce qu'elle est positive ou négative. Vous pouvez se débarrasser de la valeur absolue. Donc, si on applique ça, cette propriété directement ici, donc troisième question. Alors, on a a égale l'intégrale. Donc la question dit entre moins 1 et 0. Donc moins 1 c'est plus petit que 0. Donc c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de la valeur absolue de f' de x, d de x. D'accord? N'oubliez pas que l'aire, donc il faut mentionner l'unité de mesure. Donc ici c'est en unité d'air. Je rappelle qu'est-ce que c'est que l'unité d'air. L'unité d'air c'est la norme de I fois la norme de J. Bien. Alors, f' entre moins 1 et 1, donc si je reviendrai ici, entre moins 1 et 0, voilà, moins 1, 0, vous voyez que la courbe de f', il est au-dessus de l'axe des abscisses, et donc la fonction, elle est positive. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue, donc c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de f' de x, d de x. Très bien, si vous voulez, car f' est car f', si vous voulez, supérieur ou égal à 0 sur moins 1, 0. Ça, c'est graphiquement. Et alors, vous savez que l'intégrale d'une fonction, on cherche la primitive, donc là, c'est évident, f', la primitive de f, donc c'est petit f, donc c'est petit f de x entre moins 1 et 0, et vous n'avez qu'à remplacer, donc c'est f de 0 moins f de moins 1, qui est égal. Donc si je reviendrai à ce qu'on a trouvé, on a trouvé que f de 0, c'est 1, et f de moins 1, c'était 0, donc c'est 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc finalement, en conclusion, donc A est égal à 1 en unité d'air. Voilà, je répète, donc l'air, la formule du cours, c'est l'intégrale de moins 1 à 0, valeur absolue de f' de x dx. J'ai dit que selon la courbe de f' entre moins 1 et 1, la fonction, on remarque graphiquement que la fonction f' est positive, donc je me débarrasse de la valeur absolue, donc la valeur absolue de f' de x, c'est f' de x. Et donc, une primitive de f', c'est petit f de x entre moins 1 et 0. Maintenant, vous calculez le crochet, donc on remplace par la borne supérieure, puis par la borne inférieure avec un signe moins. Donc c'est f de 0 moins f de moins 1 qui donne 1 moins 0. Le 1 et le 0, on en a trouvé dans la question précédente. Et finalement, donc A, c'est 1 en unité d'air. N'oubliez pas cette unité. Maintenant, si vous voulez, on passe à grand 2. Donc, grand 2, la fonction f est définie sur R par f de x égale à x plus 1 au carré exponentielle moins x. Moi, au début, je n'ai pas lu tout l'énoncé de l'exercice, c'est juste pour gagner du temps pour problème de programmation, etc. Alors, ici, je vous conseille de lire tout l'énoncé de l'exercice le jour de l'examen parce qu'il y a des questions qui vous informent sur la réponse d'autres questions. Donc, regardez ici, la fonction, vous pouvez remarquer d'après l'expression que x plus 1 au carré est positive et que l'exponentielle moins x est positive. Et donc, la fonction f, c'est une fonction positive. Et donc, pour la première question, il suffit de distinguer qu'il est la courbe de la fonction positive. Donc, c'est la courbe qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Très bien. Voilà, donc la question petit a, elle est d'une double intégration par partie, montre que l'intégrale de moins 1 à 0 f de x dx égale à 2e moins 5. Voilà. Donc, grand 2, si vous voulez. Grand 2, 1, petit a. Donc, on vous calculez, si vous voulez, l'intégrale de moins 1 à 0. Si vous voulez, on a l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x d de x est égale à l'intégrale de moins 1 à 0. Je remplace f par son expression, donc c'est x plus 1 au carré exponentielle moins x d de x.
Et là, j'utilise l'intégration par partie. Vous savez que dans votre cours, vous avez deux manières de calculer l'intégrale, soit directement avec, si vous voulez, la définition, vous remarquez une primitive, ou bien la technique d'intégration par partie. Je rappelle qu'est-ce que c'est que la technique d'intégration par partie. Vous essayez à décomposer votre fonction sur le signe intégral sous forme de produit de deux fonctions de votre choix. De telle manière que, par exemple, ici, je peux choisir une fonction, c'est ça. Donc, posons, si vous voulez, posons I2 ou bien I1, parce qu'ici, on demande une double intégration. Donc, je vais noter I1, V1 et après I2, V2, parce que j'ai une double intégration. Donc, posons I1 de x est égal à x plus 1 au carré et V1, V'1 de x est égal à exponentielle moins x. Donc, regardez que le produit de ces deux fonctions, c'est exactement la fonction sous le signe intégral. Et in, c'est une fonction, l'autre, je la suppose comme une dérivée d'une fonction. Et qu'est-ce que je fais après? Pour ce que j'ai supposé une fonction, je la dérive, et ça, je cherche une primitive. Donc, ici, la dérivée est 1 prime de x, ça serait, je rappelle que ça, c'est la forme de f à la puissance n, donc la dérivée, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Donc, ici, c'est 2 fois x plus 1 à la puissance 1 fois la dérivée de x plus 1 qui est 1. Et ici, v1 de x, c'est, si vous voulez, ça c'est moins exponentielle de moins x. Mais ici, c'est juste une seule primitive. Là, si vous suivez cette implication, ce n'est pas toujours vrai, mais ici, dans l'intégration par partie, on a besoin d'une seule primitive, ça vous suffit. J'écris ici entre parenthèses, par exemple. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'intégration par partie? Le théorème d'intégration par partie, il dit que donc l'intégrale de moins 1 à 0 f de x d de x, c'est u1 de x fois v1 de x entre les bornes ici c'est moins 1 et 0 moins l'intégrale de moins 1 à 0 de u'1 de x fois v1 de x d de x. Alors, si vous voulez une petite remarque pour retenir ça, là, il n'y a que les fonctions, il n'y a pas la dérivée. Et dans le second intégral, il y a ce que vous avez déduisé, le produit des deux fonctions que vous avez déduisé. D'accord, donc vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes notations que moi, mais l'essentiel c'est de retenir qu'ici, donc c'est le produit de ce que vous avez déduisé. Très bien. Alors, je passe à l'application numérique, donc voilà, E1 c'est ça, et V1 de x c'est moins exponentielle moins x. Donc c'est moins x plus 1 au carré exponentielle de moins x entre moins 1 et 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0, U'1 de x fois V1 de x. Et donc, il y a un signe moins ici. Donc, c'est moins 2 x plus 1 exponentielle de moins x d de x. Très bien. Donc, je passe à l'application numérique ici. Donc, toujours, vous commencez par la borne supérieure. Je remplace x par 0. Donc, j'obtiens ici 1 au carré. Donc, c'est 1. Et exponentielle 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Avec ce moins, donc c'est moins 1. Vous remplacez avec le moins 1, donc vous obtenez ici 0, donc ce n'est pas la peine de continuer, donc le résultat c'est nul. Et ici, moins. Si vous voulez, ici, en appliquant la linéarité, donc on peut faire sortir le moins 2. Avec moins 2 avec le moins, donc ça donne plus 2, l'intégrale de x plus 1 exponentielle moins x d de x, entre moins 1 et 0. Et voilà, donc, il y a une deuxième intégrale à calculer. C'est pour cela que l'énoncé vous demande une double intégration par partie. Donc, ici, on va calculer cette intégrale. Calculons l'intégrale de moins 1 à 0 de x plus 1 exponentielle moins x d de x. Évidemment, par partie, c'est exigé par l'exercice. On vous demande une double intégration par partie. Donc, il faut le faire par partie. Donc, j'appelle cette intégrale, par exemple, i. On a, si vous voulez, posons. Maintenant, je fais intégration par partie. Donc, je pose i de x est égal à x plus 1 et v' de x est égal à exponentielle moins x. Donc, i égale, si vous voulez, la même chose, donc je refais la même technique, donc donc j'en déduis tout d'abord ici, donc i2'
de x, donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc c'est 1, et v'2, et v2 de x, donc vous cherchez une primitive, je rappelle toujours c'est une primitive parmi les primitives, donc c'est moins exponentielle, moins x, donc l'intégrale ici, je dis que c'est I fois V, le produit des deux fonctions, donc ça fois ça, donc ça donne moins, entre parenthèses, x plus 1 exponentielle moins x, entre moins 1 et 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0 de ce que vous avez en déduit, le produit de ce que vous avez en déduit, donc c'est 1 fois exponentielle moins x, donc c'est moins exponentielle moins x d de x, qui est égal, donc je remplace ici, donc en remplaçant par 0, j'obtiens ici 1 et ici 1, donc 1 fois 1 c'est 1, avec ce moins, donc c'est moins 1, en remplaçant avec moins 1, donc ça donne 0, et ici, si vous voulez, une primitive de ça, c'est une primitive de exponentielle moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x, entre moins 1 et 0. Alors, le jour de l'examen, si vous avez des doutes sur ce que vous avez fait, vous n'avez qu'à dériver cette fonction. Vous la dérivez de exponentielle moins x, donc c'est la dérivée de moins x qui est moins 1 fois exponentielle moins x. Et donc vous assurez vous-même que votre primitive est correcte. Alors, l'application numérique, donc c'est moins 1, moins, ici, n'oubliez pas les parenthèses, en remplaçant par 0, donc exponentielle de 0, c'est, si vous voulez, donc c'est 1, moins exponentielle de moins 1, donc c'est moins e. Et donc finalement, donc moins 1, donc c'est moins 2, et moins e, donc c'est plus e. Donc je remplace, si vous voulez, en remplaçant, si vous voulez, j'appelle cette égalité étoile, voilà. On remplace I par moins 2 plus E dans étoile, on obtient l'intégrale de moins 1 à 0 de de f de x d de x égale, donc ici c'est moins 1 plus 2 fois cette intégrale que l'on a noté i, donc fois 2 fois, ici c'est moins 2 plus e, et donc ça donne moins 1, moins 2, 2 fois moins 2, donc c'est moins 4, plus 2 fois e, donc c'est plus 2e, et donc voilà, donc c'est moins 1, moins 4, donc c'est moins 5, et donc c'est 2e moins 5. Donc voilà, c'est 2e et moins 1, moins 4, donc c'est moins 5. Vérifions, voilà, c'est ce qui est demandé ici. Donc c'est 2e moins 5. Voilà, très bien. Donc je rappelle que ici, dans le chapitre des intégrales, donc vous avez cette manière de calculer une intégrale qui s'appelle l'intégration par partie. Très bien. Alors, passons à la question numéro 2. Ou bien, pardon, avant, on n'a pas encore répondu à la question B. B, déterminer l'aire A' de la partie du plan limitée par les courbes C et gamma et les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale 0. Voilà, je fais un petit rappel de cours. Donc, si vous avez deux courbes, voilà, ça dit une fonction, par exemple, f, et ça dit une fonction g, et on vous demande de calculer l'aire, si vous voulez, délimitée par c de f, c de g, et la droite d'équation x égale à a, et la droite d'équation x égale à b, c'est-à-dire ça, cette aire-là. Alors, c'est la formule est la suivante. Cette aire, c'est l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x moins g de x. D de x. Moi ici, donc j'ai f est plus grand que g, donc ici ceci est positif, donc ça dépend dans le cas général. Donc voilà la formule à retenir que l'aire délimitée par deux courbes et les droites d'équation x égale à a et x égale à b, c'est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x, d de x en unité d'aire toujours. C'est très bien. Voilà, donc si on applique cette formule-là, donc c'est la question B. Alors, on a
A' est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de la valeur absolue de f de x, si vous voulez, moins f' de x, d de x. Alors, je dois savoir quelle est la plus grande. Est-ce que c'est f ou bien f'? Donc, je reviendrai sur le graphe. Voilà, je travaille tout d'abord sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, entre moins 1 et 0, voilà la courbe de f, c'est celui-là, et voilà la courbe de f'. Donc, vous avez la courbe de f' et au-dessus de la courbe de f, donc f' est plus grande que f sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, cette valeur absolue, ça devient l'intégrale de moins 1 à 0 de f' de x moins f de x d de x. Donc ça, c'est des parenthèses, il n'y a plus de valeur absolue. Et si vous voulez ici, car f' est plus grand que f sur moins 1, 0. Très bien. Maintenant, vous n'avez qu'à calculer cette intégrale. Mais en général, toujours essayer de relier entre les questions. On a déjà calculé l'intégrale de moins 1 à 0 de f'. Et on a déjà calculé l'intégrale de f. Donc vous n'avez pas besoin de remplacer, perdre le temps et commencer à calculer l'intégrale de nouveau. Donc il suffit ici d'appliquer ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Donc ça, ici toujours mentionné que c'est en unité d'air. Donc ça c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de f' de x d de x moins l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x d de x. Alors, cette intégrale, là, on a déjà calculé, c'est ce qu'on appelait l'air A. Donc ça, c'est A moins. Et ça, là, on a déjà calculé, c'est ce qu'on a trouvé. D'après la question, on a trouvé que c'était... Donc, c'était 2e moins 5. Donc ça, moins, entre parenthèses, 2e moins 5. Je remplace le A, je crois qu'on a trouvé que c'est 1. Donc c'est 1 moins 2e, moins 5, donc c'est plus 5, et finalement ça donne 6 moins 2e. D'où A' est égal à 6 moins 2e en unité d'air. Voilà, très bien. Voilà, regardez ici, si vous voulez, l'air qu'on a déterminé l'air de cette partie-là. Et ce n'est pas une approximation, mais c'est une valeur exacte. Et donc ça, si vous voulez, c'est parmi les applications les plus importantes des calculs intégral. On passe maintenant à la question numéro 2. Soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Première question, c'est de montrer que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer. Et alors ici, on est dans le chapitre numéro 1, je crois. On a parlé de ce qu'on appelle fonction réciproque. Vous avez un seul théorème dans le cours, c'est que lorsque une fonction est continue sur un intervalle I, est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, alors la fonction admet une fonction réciproque. Tout d'abord, la restriction G, voilà, donc si vous voulez, la restriction G sur 1 plus l'infini. Voilà l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire on se restreint, ici la restriction de G, c'est une fonction qui se différencie de f juste par le domaine de définition. Et l'expression, c'est la même. Maintenant, la fonction f, il est définie sur tout R, mais G, il est défini juste sur 1 plus l'infini. Donc, pour montrer que cette fonction admet une fonction réciproque, on démontre premièrement qu'il est continu, deuxièmement qu'il est strictement monotone. Alors, c'était la question numéro 2. C'était la question 2 petits pas, oui. Voilà, on a, si vous voulez, G est continu sur 1 plus l'infini. Justifier pourquoi? Pourquoi? Parce que f, il est continu sur 1 plus l'infini. Et pourquoi f, il est continu sur 1 plus l'infini? Parce que par hypothèse, c'est une fonction dérivable. Il continue sur 1 plus l'infini car
f est continue sur 1 plus l'infini. Fonction dérivable sur 1 plus l'infini. Je rappelle que la dérivabilité implique la continuité et la réciproque, c'est pas vrai. Si la fonction est dérivable, alors elle est continue, mais si elle est continue, ce n'est pas forcément dérivable. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, si vous voulez, monotonie de G. De G. Donc, si vous voulez, on a G est dérivable, on a G est dérivable sur 1 plus l'infini et on a. Donc, on va étudier la monotonie par. Vous savez que la monotonie s'étudie en étudiant le signe de la dérivée. Donc, ici, en calculant la dérivée, j'ai dit que l'expression de la fonction, c'est la même chose que celle de f. Donc, c'est x plus 1 au carré exponentielle moins x prime. Je rappelle que cette notation, c'est incorrect. Donc, je note incorrectement ça parce que, en fait, la dérivée d'une fonction, si vous écrivez comme ça, donc ça, c'est pas vrai, mais il faut écrire g' de x parce que g de x, c'est un élément, donc sa dérivée, c'est 0. Mais ici, pour des raisons de simplification, je note incorrectement cette notation. Ça se fait par tout le monde. Hein. Alors, ça. Ici, donc, la dérivée, donc ça c'est un produit, donc j'utilise la propriété du produit. Je rappelle que la dérivée du produit de f fois g, donc c'est f' g plus g' fois f. Voilà, donc ça c'est la dérivée du produit. Donc ici, la première, donc c'est 2 facteurs de x plus 1 fois x plus 1 prime fois exponentielle moins x. Donc ça c'est la dérivée de la première fois exponentielle moins x. Plus la dérivée de la deuxième fois ça. La dérivée de exponentielle moins x, c'est, si vous voulez, je vais écrire la formule en sa totalité. Donc c'est x' exponentielle moins x fois x plus 1 au carré. Et voilà, donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc ça reste ici 2 fois x plus 1 exponentielle moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et donc ça reste ici moins exponentielle moins x, facteur de x plus 1 au carré. Alors, en général, lorsque vous êtes en train de calculer la dérivée, donc l'objectif c'est quoi? C'est d'étudier son signe. Donc toujours essayez de remarquer des factorisations parce que le signe du produit il est facile, par contre le signe de la somme en général c'est pas évident. Alors ici voilà ce qui est en commun, donc il est x plus 1, il est exponentielle moins x. Donc je factorise par x plus 1 exponentielle moins x, donc facteur de 2. Et ici ça reste un x plus 1. Attention, c'est moins. Donc c'est moins x plus 1, voilà. Et donc finalement ça c'est x plus 1 exponentielle moins x, et là c'est 2 moins 1. Donc ça donne 1 et moins x. Voilà, vous pouvez aussi remarquer que ça, vous faites déplacer ça. Donc ici, donc c'est x plus 1 fois 1 moins x fois exponentielle moins x, que vous pouvez l'écrire. Regardez, ça c'est une identité remarquable. Donc c'est 1 moins x fois 1 plus x. Donc c'est 1 au carré moins x au carré. Donc c'est 1 moins x au carré. C'est 1 moins x au carré exponentielle moins x. Et ça, c'est une formule simple à étudier le signe. N'oubliez pas que c'est pour cela, moi j'insiste, c'est toujours essayer d'écrire les quantificateurs, comme ça vous savez où vous êtes en train de travailler. Vous avez le x supérieur à 1, donc le x carré est supérieur à 1, et donc le 1 moins x carré est inférieur à 0, et l'exponentielle il est toujours strictement positif, et donc ça c'est quelque chose de négatif, et donc la fonction est décroissante. Voilà, si vous voulez. Pour un peu de précision, regardez qu'il faut que la fonction soit strictement monotone. Et pour ça, donc remarquez que cette dérivée, il ne s'annule qu'en 1. Donc je vais dire ici, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, vous avez 1 moins x au carré est inférieur strictement à 0, et exponentielle moins x est supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez 1 moins x au carré, exponentielle moins x, est inférieur strictement à 0. Il reste le 1, et on a aussi g' de moins 1 est égal
0. Pardon. J' de 1 est égal à 0. Donc il y a un théorème, si la dérivée s'annule en un nombre fini de points, et s'il est strictement négatif sur le reste, alors la fonction est strictement décroissante. Donc, G est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. En conclusion, vous avez f, c'est une fonction continue et strictement décroissante, donc il admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J. Et cet intervalle J, là, ici, je rappelle un théorème. Je rappelle le théorème que lorsque vous avez f, il est continu et strictement monotone sur un intervalle I, alors il admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J. Et le théorème qu'on a donné dans le cours, il vous donne à quoi est égal l'intervalle J. On a dit que J, c'est f de I. C'est aussi un intervalle parce que du fait que f est continu. Dans la première partie du cours, si vous voulez, dans, je crois, le premier chapitre, on a dit que si I est un intervalle et f est continu sur cet intervalle, alors l'image de cet intervalle est aussi un intervalle. Donc ici, d'où G admet une fonction réciproque J-1 définie sur un intervalle J avec, voilà, ça c'est des cours, avec J c'est f de 1 plus l'infini. On a fait un paragraphe dans le cours qui vous montre comment vous allez déterminer l'image d'un intervalle dans le cas d'une fonction continue strictement monotone. Lorsque la fonction est décroissante, vous permettez, donc le côté où l'intervalle est ouvert, donc on utilise la limite, l'autre côté c'est l'image. Donc ici c'est, si vous voulez, c'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et ici, pardon, c'est pas f, mais je m'excuse, donc ça c'est j, mais en fait c'est l'image par f, c'est exactement la même chose que l'image par j, mais pour être rigoureux c'est j, je travaille avec j. Donc on est habitué à travailler avec f, donc c'est limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, et ici c'est g de 1. D'accord? Bien. Maintenant, on va calculer la limite de g en plus l'infini. Et on a limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite. Vous savez que j'ai dit, comme j'ai dit au début, l'expression de g c'est exactement l'expression de f. Donc c'est limite de l'expression de f, c'était, donc c'était, si vous voulez, x plus 1 au carré exponentielle de moins x, donc avec x tend vers plus l'infini, qui est égal. Alors, ici, ça, quand x tend vers plus l'infini, moins x, ça tend vers 0, mais ça tend vers plus l'infini, et donc ça, c'est une forme indéterminée. Alors, on peut se procéder, si vous voulez, comme ça. Donc, c'est limite. Alors, lorsqu'on est devant une forme indéterminée sur les limites, essayez de chercher les limites isuelles que vous avez vues dans le cours. Donc, si vous voulez, quand le x tend vers plus l'infini, vous avez une limite de exponentielle x sur x, qui est plus l'infini, et vous avez aussi une limite de l'exponentielle x sur x à la puissance n, avec n entier naturel, c'est aussi plus l'infini. Donc ici, si vous voulez, donc on développe ça, donc ça donne limite, ça c'est x au carré, plus 2x plus 1, ça c'est une identité remarquable, et exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, puis je développe le calcul, donc c'est limite de x carré sur exponentielle x, plus 2 fois x sur exponentielle x, plus 1 sur exponentielle x, avec x tend vers plus l'infini. Et alors là, ce sont des limites, c'est l'inverse des limites isuelles du cours. Ex sur x carré, ça tend vers plus l'infini, donc son inverse tend vers 0. Celui-là aussi, Ex sur x, ça tend vers l'infini, donc son inverse tend vers 0. Et Ex tend vers plus l'infini, donc son inverse tend vers 0. Donc si vous voulez, ça c'est 0 plus 0 plus 0 qui est égal à 0, car limite de
EX sur X quand X tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, ça implique que limite de X sur EX est égale à 0 en plus l'infini. La même chose, limite de EX sur X carré en plus l'infini est égal à plus l'infini, ça implique que limite de l'inverse de x carré sur ex est égal à 0 en plus l'infini. Et finalement, limite de ex en plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça implique que limite de 1 sur ex est égal à 0 en plus l'infini. Et voilà, donc finalement, on calcule aussi le g de 1. Voilà. Et on a g de 1, je remplace dans l'expression, donc c'est 1 plus 1 au carré fois exponentielle de moins 1. Donc 1 plus 1 c'est 2, 2 au carré c'est 4, donc c'est 4 fois 1 sur E. Donc vous pouvez l'écrire 4 sur E. Si vous voulez, donc J égale à la limite ici c'est 0 et ici c'est 4 sur 1. Alors là, si vous voulez, une remarque, ici si vous voulez une remarque, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça, vous pouvez répondre graphiquement. Sur 1 plus l'infini, voilà 1 plus l'infini, vous avez votre fonction, elle est strictement décroissante. Vous pouvez dire qu'on constate graphiquement que la fonction est strictement décroissante. La limite en plus l'infini, voilà ici, vous remarquez que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale pour la courbe et donc la limite c'est 0. Vous pouvez aussi procéder comme ça. Maintenant, on passe, si vous voulez, à la question petit b. Alors, dans la question petit b, on vous demande de montrer que l'équation g de x égale à x admet dans 1 plus l'infini une solution unique alpha. Et là, si vous voulez, la question b, tout d'abord, bon, ce sont des questions classiques, donc vous remarquez que l'équation g de x égale à x, donc équivalent, donc soit, si vous voulez, x appartenant à 1 plus l'infini. Alors, on a g de x est égal à x. Si vous voulez, cela est équivalent que g de x moins x est égal à 0. Et donc, cela est équivalent, si vous voulez, à un certain phi de x est égal à 0 avec phi et la fonction définie sur 1 plus l'infini par phi de x est égal à g de x moins x. Et là, cette question, c'est une question classique. La question, c'est montrer que l'équation phi de x égale 0, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Je rappelle le théorème des valeurs intermédiaires, deux conditions. Première condition, que la fonction soit continue sur le segment AB, un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé. Deuxième chose, que f de a fois f de p soit inférieur à 0. Dans ce cas-là, l'équation g de x égale à 0 admet au moins une solution. Concernant l'unicité, c'est la stricte monotonie. Si vous ajoutez à ces deux conditions la stricte monotonie de la fonction, alors l'équation admet une unique solution. Donc, on va essayer de vérifier ces deux conditions. Donc, la première condition, on a déjà mentionné que on a G est continu sur, si vous voulez, je vais travailler sur l'intervalle 1,41, 1,42. D'accord? C'est pas G, pardon, c'est phi. On a phi est continu sur l'intervalle 1,41, 1,41, 1,42. D'accord? Pourquoi? Parce que G, il est continu et le polynôme moins x, il est continu. Donc, somme de deux fonctions continues. Et on a, si vous voulez, vous vérifiez que phi de 1,41 fois phi de 1,42, il est inférieur à 0, donc ça, vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice. Donc, vous allez trouver que l'un est positif, l'autre est négatif, et le produit est strictement négatif. Donc,
soit que vous pouvez conclure ici et vous dites que l'équation admet au moins une solution et après montrer l'infinité, soit vous faites le truc en même temps. Maintenant, on va étudier la monotonie de phi. Et on a, si vous voulez la monotonie de phi, on a phi est dérivable sur 1,41, 1,42. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables qui est g et x, et on a, quel que soit x appartenant à cet intervalle. Maintenant, si vous voulez, non, parce que voilà, il faut faire ici attention à la question. Il demande l'unicité dans tout l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc il est dérivable sur 1 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, phi prime de x, c'est quoi? Donc c'est, si vous voulez, donc c'est la dérivée de g. Donc c'est g prime de x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc c'est moins 1. On a déjà démontré que g prime est négatif. Et donc avec le 1 est négatif. Donc vous n'avez pas besoin de remplacer par l'expression. Donc, on a, d'après ce qui précède, g' de x est inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit x supérieur à 1, g' de x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1, qui est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que quel que soit x supérieur ou égal à 1, vous avez phi prime de x est inférieur strictement à 0. Avec ces trois conditions, on peut déduire que l'équation g de x est égale à x admet une unique solution. D'où l'équation phi de x égale à 0 admet une unique solution, et donc l'équation g de x égale à x, parce qu'on a dit que ces deux équations elles sont équivalentes, admet une unique solution alpha dans 1 plus l'infini avec alpha, il est compris entre 1,42 et 1,41. Et voilà donc pour cette question. Donc, pour la dernière question, montre que j-1 est dérivable en alpha et que j-1 de alpha est égal à alpha plus 1, facteur de alpha fois 1 moins alpha. Là, si vous voulez, c'est théorème aussi de l'existence de théorème sur la dérivabilité de la fonction réciproque et l'expression de sa dérivée. Donc, je rappelle le théorème suivant. Donc, si vous avez f de i vers j et une fonction continue et strictement monotone, alors on a dit que cette fonction elle admet une fonction réciproque. Je ne parle pas de cette fonction, je parle en général. Une fonction réciproque qui est f-1 et cette fonction réciproque il démarre de g vers i. Maintenant, la question qu'on a posée dans le cours, est-ce qu'on ne peut pas étudier la dérivabilité de f-1 à partir de celle de f? On a le théorème suivant. On a dit que si f est dérivable en x0 et x0 évidemment appartient à i et f' de x0 différent de 0, la conclusion est alors f-1 est dérivable en f de x0. Voilà le théorème. C'est-à-dire que vous voulez étudier la dérivabilité de f-1 en un élément y0. Alors, on l'étudie à partir de son antécédent x0. Il faut que la fonction f soit dérivable en x0 et une deuxième condition, que la dérivée est différente de 0. Et la dérivée de f-1 de y0, c'est 1 sur f-1 sur f' de f-1 de y0, qui est finalement 1. Vous savez que f-1 de y0, c'est x0, donc c'est 1 sur f' de x0. Si vous oubliez la deuxième condition, regardez, vous avez un f' de x0 dans le dénominateur et donc il ne doit pas s'annuler. Très bien, donc on va appliquer ça ici. Donc si vous voulez, ici on a, c'est la question C. Donc on a tout d'abord, on a g
de alpha égale alpha, parce que alpha est solution de l'équation J de x égale à x, donc cela est équivalent que J moins 1 de alpha est égal à alpha. Ça, c'est la première remarque. Donc, si vous voulez, nous voulons, donc l'antécédent sur y0 et le x0 ici, ce coïncident dans ce cas-là, c'est la même chose. Donc, le x et le y, le x0 et le y0, les deux sont égaux à alpha. Donc, on a, si vous voulez, G est dérivable en alpha. Pourquoi? Parce que, car il est dérivable, car G est dérivable sur 1 plus l'infini, et donc en particulier il est dérivable en alpha. Deuxième condition, on a G' de alpha, il est différent de 0, parce qu'on a déjà démontré que le G' il est strictement négatif précédemment. Donc, la fonction G-1 est dérivable si vous voulez ça c'est, je rappelle que c'est G-1 de alpha. Donc la fonction G-1 est dérivable en alpha et en A. J'applique si vous voulez l'expression de la dérivée G-1 prime de alpha, on a dit que c'est 1 sur G' de G-1 de alpha, qui est égal à 1 sur, on a dit que G-1 de alpha, c'est alpha, donc c'est 1 sur G' de alpha, qui est égal, je remplace dans l'expression de G, on a trouvé que c'est 1 moins x carré exponentielle moins x, donc c'est 1 moins alpha au carré exponentielle moins alpha. Mais on exige une expression qui ne contient pas d'exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de cette exponentielle. Alors, ici, il ne faut pas oublier que alpha est une solution de l'équation G de x est égal à x. On a, si vous voulez, G de alpha est égal à alpha. Il est équivalent. Je remplace G par sa valeur. Donc, c'est alpha plus 1 au carré exponentielle moins alpha est égal à alpha. Et l'objectif, c'est de se débarrasser de ce exponentielle moins alpha. Donc, je remplace. Donc, c'est équivalent que exponentielle moins alpha, c'est alpha sur alpha plus 1 au carré. Si vous voulez, vous pouvez aussi passer ici, si vous voulez ça, c'est exactement exponentielle de alpha sur 1 plus alpha au carré, si vous voulez. D'accord? Donc, parce que 1 c'est exponentielle moins alpha, c'est exponentielle alpha. Et ici, donc, vous pouvez passer à l'inverse, donc équivalent que exponentielle alpha. L'inverse de 1 c'est exponentielle moins alpha. 1 c'est exponentielle moins alpha, c'est exponentielle alpha. Et l'inverse de ça, ça donne alpha plus 1 au carré sur alpha. Je rappelle que l'alpha il est différent de 0, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on remplace ici, d'où si on remplace, donc, G moins 1 prime de alpha, donc ça serait exponentielle alpha sur 1 plus alpha au carré. Donc je remplace l'exponentielle alpha par sa valeur, donc ça donne alpha plus 1 au carré sur alpha sur 1, et le 1 moins alpha au carré, donc ici ça veut dire c'est alpha plus 1 au carré sur alpha facteur de 1 moins alpha au carré. Le 1 moins alpha au carré c'est 1 moins alpha facteur de 1 plus alpha. Vous simplifiez un alpha plus 1 avec alpha plus 1, donc ça donne alpha plus 1 sur alpha facteur de 1 moins alpha. Est-ce que ce qui est demandé ou non? Oui, voilà, donc c'est ce qui est demandé, c'est alpha plus 1 sur alpha facteur de 1 moins alpha. Voilà, donc j'espère que ça vous aide à se préparer, donc je vous remercie.